Oui, Pardon, ta oui, oui, connexion c'est bon pour moi. un peu. Voilà, bah écoute, quand tu veux, C'est bon on est pour prêt. moi. Voilà. Oui, bah, je suis prêt à passer les slides Oui, à ton tour. vas-y, vas-y, tu peux passer les slides. Donc, il me revient juste, moi, je vais juste introduire, en fait, pour vous présenter le projet Artec, les femmes dans les métiers du cinéma. Et c'est Joseph ensuite qui vous parlera plus particulièrement euh, du projet Mezzano et d'une partie du traitement, en fait, par intelligence artificielle du programme de recherche. Donc, Joseph, si tu veux bien passer à la slide suivante, voilà. Donc, le programme de recherche sur les femmes dans les métiers du cinéma français, en fait, a comme objectif de sortir les professionnels du cinéma de leur invisibilité, parce qu'en fait, souvent ces professionnels du cinéma, on ne sait pas les compter en remontant dans le temps, et donc on a encore moins la capacité de reconstituer leur parcours et leur histoire. Et donc, l'idée du programme de recherche, c'est de réussir à retrouver les noms, à les compter, à pouvoir donner la part des femmes, en fait, par rapport à celle des hommes dans les différents métiers et de raconter leurs histoires. Donc, le programme est centré sur les métiers de l'ombre. Donc, pas tellement les actrices, mais surtout les autres métiers, de l'écriture du scénario jusqu'à la critique de films et même à la dimension patrimoniale de la conservation des films et en passant par les métiers techniques. Et donc, vu la masse en fait de données à traiter, il utilise l'intelligence artificielle pour la fouille de sources imprimées, numérisées. Donc, les annuaires professionnels du cinéma, qui du coup sont numérisés par la BNF, et la presse, qui est numérisée en masse par la BNF, avec des possibilités de complément par d'autres institutions, en particulier la Cinémathèque française. Donc le projet est porté à la BNF, donc du coup par moi, mais avec beaucoup d'autres collègues de d'autres départements qui participent à ce projet. Et il est soutenu, il a été sélectionné par l'EUR Artec sur 2 ans. Donc il court sur les années 2025 et 2026. Et il constitue en fait l'amorce d'un projet ANR que nous sommes en train de monter pour le déposer là en octobre. Et donc s'il est sélectionné, ce projet ANR prendrait le relais à partir de 2027. Donc, ce programme Artec a une grande dimension collective, puisqu'aujourd'hui, on est 50 participants. Donc, 4 institutions patrimoniales sont impliquées, donc la BNF, les Archives nationales, la Cinémathèque française et le CNC. On a 2 laboratoires en intelligence artificielle, donc l'EPITA et le LIASD pour Paris 8, et qui sont suivis par la cellule IA de la BNF, par la Data Lab, et on a également le suivi, l'accompagnement de Sébastien Cretin. Euh, donc ça, c'est pour la partie traitement. On a aussi tout un volet de recherche en études cinématographiques avec 16 référents, issus de 6 universités, l'école des chartes et depuis quelques mois 2 universités américaines. Et ces référents se répartissent par métier du cinéma. Donc on est allé chercher les spécialistes de chacun des métiers pour pouvoir après approfondir sur chacun des métiers. Donc le calendrier, c'est 2025, le traitement par intelligence artificielle des sources, le croisement avec d'autres sources, hein, donc un croisement plutôt manuel, donc avec des cartes professionnelles du CNC qui sont conservées aux Archives nationales, des dossiers de l'ancêtre de la FEMIS, donc l'école de cinéma l'IDEC, et plusieurs listes d'autorités qu'on essaye de sortir, d'extraire des catalogues de la BNF, des catalogues du CNC, de la Cinémathèque française, et les Wikidata, mais donc là, on n'a pas encore complètement exploré ce croisement. Et donc, on aboutit en 2026 à la présentation des résultats. Donc, en 2026, les référents par métier cherchent ensuite dans les archives, à partir des noms extraits des traitements, ce qu'ils trouvent sur ces femmes. Et donc, on pourra présenter les résultats des recherches lors d'un colloque et d'une exposition itinérante sur panneau fin 2026. Donc j'ai mis sur la droite en fait l'ensemble des universités qui sont impliquées par le projet via les référents par métier. Donc Joseph, si tu veux bien passer à la slide suivante. Voilà, donc là, c'est le focus plus particulièrement sur les annuaires. Donc, on a sélectionné 10 annuaires, extraits de 3 titres d'annuaires conservés en série à la BNF. Donc, nous les conservons à la BNF grâce au dépôt légal des imprimés.
Donc, je vous ai mis des exemples. Donc, il y a le tout cinéma, l'annuaire général de la cinématographie et des industries qui s'y rattachent un, et le Belfaille. Donc, en fait, le tout cinéma et l'annuaire général de la cinématographie couvrent les années 20, 30 et 40 surtout. Et le Belfaille prend la suite à partir de 48. De 1948. Donc, ce sont des sources très volumineuses, trop volumineuses pour un dépouillement manuel, puisque en moyenne, il y a 1300 à 1500 pages par annuaire. Et donc, elles sont structurées sous forme de listes qui associent des noms, des adresses, des métiers. Et donc, il y a une liste générale au début, puis des listes par chapitre de métier. Alors, la difficulté, c'est que chacun des titres est organisé un petit peu différemment, et même parfois au sein d'un même titre, au fur et à mesure des années, on peut avoir une organisation également un peu différente. Donc, le besoin du programme de recherche, c'est d'extraire les noms des femmes par métier pour alimenter la création d'une base de données qui permettra de lister donc le nom des femmes, leur prénom, leur métier, leur adresse et avec le complément des cartes professionnelles, également leur filmographie, la formation qu'elles ont eue, etc. Et puis également de compter la part des femmes, ce qui suppose de recenser également les hommes. Et donc, on a effectué de premiers tests sur l'annuaire général de la cinématographie et des industries qui s'y rattachent de 1927. Et donc, le travail a consisté d'abord à sélectionner les chapitres à traiter, parce qu'en fait, dans les annuaires, il y a les métiers du cinéma, mais on a aussi des métiers de fournisseurs non spécialisés, par exemple les confiseurs, les fournisseurs de fauteuils pour les cinémas. Et donc, évidemment, ces chapitres-là nous intéressent moins. Et donc, on a vraiment sélectionné les métiers spécifiquement cinéma. Et donc, vous avez en bas de la salle, si vous arrivez à voir, des exemples de pages assez différentes. Donc, la page de couverture, le début de la liste générale. Vous voyez ensuite une page avec le début du chapitre sur les scénarios, les métiers du scénario. Et puis ensuite, une page avec où vous voyez un chapitre couleur pour les décors, ou, qui nous intéresse moins spécifiquement pour le cinéma ou pour l'ameublement. Et ça vous permet aussi de voir, mais ça, Joseph ça va en parler, qu'on a des pages en fait qui peuvent être perturbées en fait par des plages en fait de publicité. Voilà. Et donc je passe la parole à Joseph pour expliquer comment l'EPITA a traité les annuaires. Tiens, merci beaucoup, Tiffany. Alors, je suis juste, hop, voir, j'avais préparé d'envoyer, voilà, le lien vers la présentation. Hop, j'avais oublié, voilà. Je reprends. Alors, donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment nous avons tenté à l'EPITA de répondre à ce problème dans le cadre d'un projet un peu plus général qui s'appelle le projet Mézano, qui est porté par un plan quadriennal de la BNF et par l'EPITA. Consiste à envisager un écosystème d'outils ouverts, vraiment distribués. Donc, c'était une expérience pour envisager peut-être quelque chose de moins centralisé que les plateformes qui pouvaient exister à présent, en se centrant sur un cas d'usage bien particulier qui est comment passer d'une collection d'images exposées au format 3IF en des données structurées de la façon la plus simple et plus rapide possible, en imposant une sorte de méthodologie unique. Alors, l'équipe de Mesano est composée de 8 personnes et qui pilotent et puis de nombreuses personnes qui sont impliquées de diverses manières. Donc, le projet est porté par la BNF et l'EPITA, mais également par le HESS et l'IGN. Donc, notre cœur d'intérêt consiste à s'intéresser aux fonds sériels, qui peuvent être les annuaires, des index, des dictionnaires, des registres et j'en passe, qui ont un défi majeur, c'est qu'ils ne permettent pas à une personne isolée de les lire intégralement. Enfin, les volumétries font que c'est à la fois inextricable et puis en plus c'est très pénible à lire humainement. Et ils existent sous forme manuscrite, mais souvent imprimés pour ceux qui nous intéressent, de qualité de conservation variable, mais finalement ce sont souvent des documents professionnels. Ouais, il en existe fréquemment enfin, des éditions exploitables. Et donc, il y a de nombreuses opportunités finalement pour ces documents. C'est que ils disposent d'une structure syntaxique, on pourrait même dire une organisation spatiale qui est souvent répétitive, dans le sens où les contraintes de mise en page ne laissent généralement pas la place à beaucoup d'originalité de la part des euh, créateurs de ces contenus. Leur disponibilité numérique est également croissante et on peut parler finalement d'une forme de dormance de ce genre de corpus qui recèle
une masse d'informations exploitables pour les historiens, les sociologues et j'en passe, qui fournirait des bases de données très utiles qui sont finalement actuellement sous-exploitées. Et donc, les progrès significatifs des systèmes dits d'intelligence artificielle, donc de traduction finalement automatique de ces images en contenu structuré, bah, font qu'il est possible d'envisager peut-être des approches un peu automatisées. Et donc, ça en fait ces fonds sont des bons candidats finalement pour une exploitation un peu semi-automatique. Et c'est ce qu'on va présenter. Donc, l'écosystème qu'on tente de mettre en place essaye de connecter les institutions de conservation, les chercheurs en sciences humaines et sociales, et puis les experts en traitement de documents comme moi, à l'aide finalement d'une plateforme centrale très très légère, minimaliste en réalité, qu'on appelle CorpusEx, euh, et qui permet d'identifier, enfin aux chercheurs et chercheuses en SHS, d'identifier au sein des bibliothèques numériques un ensemble de sources disponibles au format 3IF, de sélectionner au sein de ces sources les éléments qui vont être pertinents pour une étude particulière, donc constituer des collections de travail, de transcrire automatiquement avec l'outil de son choix. Alors pour l'instant, il y en a un ou deux les contenus, donc détecter la mise en page et effectuer une transcription. Ceci en faisant appel à des API externes qui ne sont pas hébergées chez la personne qui utilise le Corpus Sense, qui est disponible finalement en ligne sans installation. Et on propose également d'enchaîner, une fois que ce texte est extrait, avec la production automatique de données structurées. Bon, via différents outils et pour l'instant, on exploite des API externes, une fois encore, pour permettre de produire des données dans un format utile. Donc voilà, et après, bah, on peut faire des exports dans des formats qu'on espère interopérables. Donc on couvre pour l'instant, on permet d'avoir des exports au format 3IF des annotations, également CSV ou JSON. Et l'idée, c'est de permettre ensuite de connecter ça vers des chaînes de traitement classiques de ces personnes, euh, comme de l'European Refine pour du dédoublement ou d'autres techniques de l'IH plus avancées. Bon, si je devais résumer les caractéristiques principales, donc je vais insister juste sur les essentiels, hein, puisque les diapositives sont partagées. L'idée, c'était vraiment de fournir finalement aux collègues en SHS la facilité de travailler en autonomie en discutant le moins possible avec les informaticiens. Euh, et pour les informaticiens, finalement, de faciliter la mise à disposition d'outils en n'ayant pas à redévelopper des interfaces à chaque fois. Et donc, cet écosystème, il repose sur l'outil Corpus Sense dont je présenterai une démonstration rapide après, qui est quelque chose qui est hébergé sur une page GitHub. C'est un outil statique qui ne nécessite aucune installation ni d'hébergement, qui permet un stockage local des données et surtout qui exploite du coup, les entrepôts de données et les API externes existantes. Ça, l'intérêt, je pense, fort. Alors, on a fait une première expérience d'annotation de la liste alphabétique du Ciné Magazine 1927. La démarche générale a été la suivante. On a procédé à une génération automatique des données structurées pour 96 pages environ. Et ensuite, on a demandé à un groupe de volontaires, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes, de venir valider la correction des données annotées et les compléter éventuellement euh, en, en regardant les pages d'origine. Ça nous a permis de constituer un jeu de données de environ 4000 entrées, d'identifier au sein de ces entrées 2800 personnes physiques à peu près, dont 661 femmes, donc en première intention, pour pouvoir fournir des premières données de travail au groupe de recherche. Alors, la chaîne de traitement qui a été mise en place comporte une petite triche, si je puis dire, c'est que la détection de la mise en page, en fait, a été corrigée manuellement. On est sur une petite volumétrie pour garantir une qualité élevée. C'est un point de faiblesse, en fait, du système actuellement, et je pense que c'est un problème compliqué, et on n'a pas encore intégré d'outils, enfin, on a quelques outils, mais ils sont pas forcément complètement satisfaisants de ce côté-là pour l'instant. Ensuite, on fait une reconnaissance, enfin, on opère une transcription automatique à l'aide du système Perro. Et on génère des données structurées, on aura un peu plus en détail après dans la démo, à l'aide de Mistral. Ça nous permettait de le faire de façon finalement gratuite pour les usagers. Alors, la première évaluation, en comparant les données prédites et les données corrigées par le groupe de volontaires, a visé à répondre aux trois questions suivantes. Finalement, les systèmes IA hallucinent-elles des entrées inexistantes, ce qui serait très problématique? Rate-t-elle des entrées et produit-elle des entrées non conformes à ce que les experts ont produit? Enfin, quelle est la qualité, voilà, de ce qui semble à peu près correspondre?
Donc, concernant les hallucinations, en fait, il y a trois éléments qui ont été marqués comme a priori rajoutés, et ça correspond en réalité à des éléments un peu litigieux qui semblent non seulement être marginaux sur les 4000 entrées, mais en plus, finalement, bon, pas être rajoutés ex nihilo, puisqu'il s'agit, dans un cas, bon, d'une mauvaise identification de la raison sociale de l'entreprise à cause d'une entrée répétée, parce qu'il y a l'omission de la mention de la centrale cinématographique ici. Pour le cas de deux personnes, en fait, morale ou d'une raison sociale avec un nom un peu complexe, il y a eu la génération un peu doublonnée, en quelque sorte, de l'entrée pour Georges Persberg, qui semble être raisonnable dans une certaine mesure. Et pour Pathé, il s'agit, alors là je ne montre qu'un extrait de l'image, mais en fait d'une longue énumération de la constellation autour de Pathé. Et donc, il devait exister, enfin voilà, il y a eu une entrée finalement un peu isolée d'une personne morale pour ce consortium-là, ce qui n'introduit pas finalement de bruit trop problématique. Concernant les éléments manqués, il s'agit majoritairement de problèmes liés à la détection des zones de texte. En fait, il y a eu dû avoir dans notre chaîne de traitement ou dans notre correction manuelle quelques erreurs résiduelles qui ont fait que certaines zones de texte ont été manquées. Et a priori, ni la transcription automatique, ni l'étape de structuration automatique par LLM ne posent réellement de problème dans la chaîne de traitement. Concernant la conformité des entrées prédites, euh, d'emblée, on peut dire que car plus de 40% des entrées générées n'ont nécessité aucune correction de la part des annotateurs. Donc, on était vraiment sur quelque chose qui était exactement ce qu'un annotateur aurait souhaité rentrer dans son tableau Excel in fine. Et donc, les principales sources de différence, quand on regarde, sont le prénom, qui était un champ un peu problématique dans la façon dont on a cherché à l'extraire, qui a en général une différence, une distance d'édition, en quelque sorte. La chaîne de caractères est en moyenne 22% différente de ce qu'on attendrait. Et l'adresse aussi, le modèle qu'on a choisi de mettre en œuvre faisait l'hypothèse qu'il y avait une adresse unique. Et donc, il y a parfois des mentions d'adresses différentes pour différents bureaux ou différents lieux d'exercice de l'activité. Donc, pour les éléments qui semblaient particulièrement intéressants pour le projet, le genre est détecté avec une fiabilité assez grande, puisqu'on a une exactitude de 94% sur le jeu de données, et le typage entre personnes morales et physiques est également exact à 97%, ce qui laisse présupposer qu'on a quand même, en première intention, avec cette chaîne de traitement, une capacité à extraire et compter les femmes avec un niveau de qualité qui est assez. Alors les limites, pareil, comme j'ai partager les diapos, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais euh, c'est un outil qui est un prototype sur lequel on s'est basé, dont la documentation est en cours de stabilisation. On organise aussi différentes sessions de formation qui sont en cours pour essayer de fiabiliser un petit peu notre démarche. L'idée, c'est quand même qu'on est restreint à des volumétries plutôt faibles, hein, d'une centaine de pages, et donc on s'intéresse plutôt à des petites séries en première intention pour commencer à tester ce qu'il est possible de faire sur ce type de contenu. Voilà, et je l'ai mentionné, la qualité de la détection de la mise en page est aussi perfectible. Donc, ce que je vous propose, c'est en 5 minutes rapides, une petite démonstration de l'outil Corpus Sense. Alors, j'ai intégré deux vidéos à la présentation que vous pourrez revoir. Une plus ancienne, mais mieux éditée, qui contient la version qu'on avait en juin, et puis une autre qui a été faite hier par Jonathan, donc avec qui je travaille, que je remercie infiniment, et donc que je vais vous présenter aujourd'hui et que je vais commenter. Alors, l'idée, c'est de permettre de partir d'une voilà, d'une recherche sur Gallica, par exemple, mais ça fonctionne avec d'autres sources 3IF. On recherche et on trouve, pardon, on retrouve en naviguant un contenu qui peut nous intéresser et à l'aide d'un élément, finalement, une petite extension qu'on a ajoutée à navigateur ou en copiant-collant l'identifiant ARC, on est capable d'importer dans l'outil Corpus Sense directement le manifeste et l'ensemble des images qui existent. Donc là, il n'y a aucun serveur qui est sollicité à part le serveur de la BNF pour afficher les images. Là, on a juste une nouvelle façon de visualiser le contenu Gallica et on peut définir une collection, c'est-à-dire une plage de pages d'intérêt qui vont être ensuite utilisées pour faire un traitement. Donc, une fois qu'on a défini cette plage de pages, on crée la collection et on peut ensuite voilà, visualiser la collection et regarder le contenu des pages. Alors, on peut venir corriger à la main la localisation des zones d'intérêt qu'on va vouloir resériser pour faire un traitement ensuite. Ça, c'est une façon voilà, rapide de l'externe. Donc, on peut le faire pour chacune des pages. Tout est sauvegardé automatiquement. Et une fois qu'on a fait ce travail, hop, j'avance un petit peu pour pas perdre de temps. Voilà, on peut lancer.
à l'aide des outils qui sont intégrés, une première reconnaissance avec Perrocet. Alors, comment dire, cet OCR tourne pour l'instant chez nous. Alors, plus précisément, je peux montrer sur la caméra, voilà, dans mon bureau. Donc, il est en termes de consommation carbone vraiment très bas, puisqu'il sert à chauffer mon bureau pour cet hiver. Donc, n'hésitez pas. Donc, ceci étant dit, une fois que c'est pas forcément extrêmement rapide pour l'instant, euh, et une fois qu'on a réussi à réaliser la transcription, on peut venir la visualiser et éventuellement la corriger. Et une fois que toutes les pages sont traitées, donc là les résultats arrivent au fur et à mesure, tout est sauvegardé dans le navigateur en continu, hein. On peut fermer la page et la réouvrir, toutes les données sont restées. On peut venir créer un modèle qui va permettre de décrire ce qu'on cherche à extraire dans ces différentes pages. On va nommer un modèle et on peut ajouter différents champs qui vont servir en fait à générer une sorte de prompt complexe pour le modèle de langue qui va ensuite être contraint en tirant profit des contraintes de décodage structuré de ces outils pour avoir exclusivement une structure au format attendu. Donc, on a fourni simplement un outil pour finalement générer ce prompt de façon intuitive et pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut donner un nom à chacun des champs et une description. On peut choisir s'il s'agit aussi d'un champ textuel numérique ou répétitif, comme par exemple une liste. Et on peut également préciser s'il s'agit d'une donnée inférée. Donc, j'avance un petit peu. C'est le cas du type de personne. Hop, une personne morale ou physique, c'est quelque chose qui n'est pas explicite dans le texte. C'est pareil pour le genre de la personne. On va générer une donnée euh, inférée. Donc, une fois qu'on a réalisé ce travail, on peut sélectionner le modèle à appliquer et demander, voilà, alors là, une transcription en exploitant l'API Mistral. Donc là, il faut simplement entrer sa clé API. Il est possible d'en avoir une euh, qui est gratuite en réalité, à condition de ne pas faire plus d'une requête par seconde euh, auprès de Mistral. Donc pour l'instant, ça reste une solution qui permet à bas coût de traiter ces données pour chaque chercheur en SHS. Donc une fois que les données sont traitées, hop, on a une petite vue plus technique qui permet de suivre l'état des traitements en cours. Et on peut exporter les résultats produits directement depuis cette vue qui permet de les visualiser sous un format tableur. On a un format JSON aussi qui peut être exporté. Et on dispose également de la possibilité de les visualiser dans une interface qui reprojette en fait dans le contenu textuel original les éléments qui ont été détectés. Là, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Voilà. Euh, donc voilà pour pour la présentation générale. Donc il y a plusieurs sessions de formation à Corpus Sense. L'outil est disponible via mesano.xyz. Il y a deux versions, une version stabilisée, une version cours de développement. Et alors, c'est un outil qui est vraiment en cours de développement, hein, donc on dirait la peinture n'est pas fraîche, mais n'hésitez pas si vous avez les moindres questions. Et voilà, ça conclut notre échange. Et je pense que Tiffany voilà, sera ravi de répondre voilà, à vos questions et remarques. Merci beaucoup. Alors là aussi, c'est un projet à la fois monumental et puis, comme vous le dites, encore en plein développement. Donc je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le tester. Moi-même, je pense que je vais aller très rapidement pour travailler sur la prosopographie en particulier. Ça semble être un outil extrêmement utile. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, en attendant, moi j'ai déjà une première question, c'est qu'est-ce que vous envisagez du point de vue de la pérennité de l'outil, justement? Parce que là, on en parlait tout à l'heure, c'était la question de ce type d'outil. Est-ce qu'il a vocation à être intégré dans des grilles de service et à être offert à une plus grande communauté? Là, on a un outil qui est à la fois sur vos propres serveurs. Là, on peut voir les serveurs, on peut les voir chauffer en direct, qui dépend en même temps d'outils et de briques logicielles externes avec les API, l'appel à d'autres outils, d'autres modèles. Comment est-ce que vous le pensez? Est-ce que c'est une preuve de concept qui a vocation ensuite à être développée davantage? Est-ce que c'est quelque chose qui a un cycle de vie finalement relativement court en se disant que d'ici 3 ans, de toute façon, on ira vibe coder le moindre outil dont on a besoin en demandant juste à son ordinateur, s'il te plaît, code-moi un outil pour faire ça. Donc, comment vous voyez le futur de ce genre d'outil? Bon, merci pour cette question très difficile, mais très pertinente.
Alors, bon, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Bon, le premier, c'est pour répondre finalement en posant les questions à l'envers. Effectivement, la durée de vie, de toute façon, des outils issus en particulier de la recherche et pas de l'industrie comme Protelia n'ont pas forcément vocation de toute façon à offrir une pérennité très grande, hein. Il faut assumer le fait qu'on a une durée de vie aussi très limitée. Et notre objectif, c'est plutôt du coup d'assumer complètement cet aspect-là et de fournir une preuve de concept qui permet d'intégrer le plus facilement possible les API existantes. Les API ont vocation à rester, les API sont hébergées par n'importe qui. En fait, l'idée à terme, c'est de permettre au sein de l'outil, qui n'est qu'une page statique, hein. Vous voyez, je l'ai ouvert, il ne nécessite aucune installation, il est disponible sur mesano.xyz/corpussense et on peut ouvrir un manifeste et commencer à travailler immédiatement. Et donc l'idée, c'est vraiment de favoriser en fait l'usage d'API de façon désorganisée en quelque sorte, où chacun peut exposer lui-même son API ou utiliser n'importe quelle API existante pour venir traiter ses données et donc distribuer en fait le travail de maintenance des différents outils où chacun va le faire au regard de sa spécialité respective. C'est-à-dire que les gens qui sont spécialistes du traitement d'image vont fournir des API, mais c'est tout ce qu'ils savent faire. Moi, je ne sais pas faire en fait de clients pour exploiter ces outils-là. Les gens qui sont intelligents pour constituer des corpus et poser des problématiques de recherche vont venir piocher. Les institutions, elles fournissent des données sous forme d'API avec 3IF, par exemple, qui est extrêmement puissant. Et donc, l'idée, c'était voilà, que chacun allait finalement se concentrer sur sa spécialité et que, en réalité, nous, la seule chose qu'on pose sur cet écosystème, c'est quelque chose qui crée un peu de lien entre tout ça, avec un coût en réalité minimaliste, puisque Corpus Sense a utilisé et à ouvrir, enfin, ne coûte rien en réalité, parce que c'est une page GitHub statique unique. Donc c'était un peu ça notre point de vue. Après, il y a l'idée d'aller vers bon, alors, on a encore, je pense, 1 an de maintenance sur cette interface qui est prévue. Là, on est en train de pérenniser la personne qui est recrutée sur ce sujet-là. On envisage d'autres moyens de financer le développement pour aussi assurer que cette interface perdure. Mais effectivement, enfin, ça a été très bien mentionné dans les discussions précédentes, ce sont des sujets importants. Euh, et voilà, mais je pense que, une de nos motivations, c'était quand même d'aller vers un effort aussi de standardisation des API, les différents étages en fait qui nous intéressaient, et de fournir les outils qui permettaient de le tester. Et je pense que voilà, à cet égard-là, la vocation de l'outil est restreinte et c'est ce qu'on essaie de proposer.